Je vous accueille ce soir à nouveau au 308 Maison de l'Architecture pour un événement auquel on est particulièrement attaché, peut-être un peu plus encore que ce qu'on fait tout au long de l'année, puisque c'est la troisième fois qu'on présente le panorama d'architecture en Aquitaine. Et on est plein cadre dans notre mission, puisque nous sommes maison régionale d'Aquitaine. Et donc on est content d'avoir l'opportunité comme ça, une fois tous les 2 ans, de faire ce panorama, cet aperçu de la production architecturale en Aquitaine, qui est notre territoire, et rejoint pour la première fois par nos amis paysagistes. Il y en a derrière moi, il y en a dans la salle, je ne les connais pas tous, mais j'en connais bien sûr certains. On a invité nos paysagistes parce qu'on travaille avec eux, parce qu'à l'école d'architecture, comme vous le savez, il y a une section architecture, mais il y a aussi une section paysage, et qu'on trouvait assez normal, même si ça ne se fait pas si souvent que ça, de partager avec eux cette opportunité d'exposition, de présentation des projets, de nos projets, de vos projets sur notre territoire aquitain. Donc voilà l'objet de notre séance ce soir. On a voulu aussi, et là aussi c'est une petite nouveauté par rapport aux éditions précédentes, compléter le programme avec une présentation par, alors je crois qu'ils sont 6, ouais, ça doit être ça, ils sont 6, mais il en manque un. Donc il y en a un ou une qui est en retard. Comment ? C'est bien, je te reconnais, tu dénonces tes camarades. Donc c'est 2 barres de Plantier, donc qui doivent être coincés dans le tramway, mais qui arrivent. On a invité donc 6 consoeurs, confrères, architectes, paysagistes, à venir nous présenter, alors dans un timing très arrêté. Je crois que vous avez chacun 6 ou 8 minutes voilà, pour nous présenter 1 ou 2 projets. Voilà, alors il y a des indisciplinés, je le savais, j'avais prévenu, mais je ne suis pas surpris. Donc c'était 10, donc il y a un contrat, c'est 10. Il y a 10 minutes, et donc plus sérieusement, voilà, on trouvait sympathique que certains parmi les projets présentés et leurs auteurs, bien sûr, puissent nous expliquer, vous expliquer ce qu'ils ont fait. C'est une sélection, alors je m'en explique, c'est une sélection qu'on a pris l'initiative de conduire par nous-mêmes. Je dis par nous-mêmes, c'est le conseil d'administration de la Maison de l'Architecture qui a procédé au choix. Évidemment, ces 6-là sont excellents, et leurs projets, leurs capacités, et tout ce qu'ils savent faire, mais ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas bons, ça veut simplement dire qu'on n'avait pas 3 heures, et qu'on s'est limité voilà, par un choix qui était un croisement de nombreux critères, de mettre un peu en lumière 6 projets, ou 6 équipes, et que évidemment la prochaine fois ça tournera, mais qu'on va essayer dans les semaines et les mois à venir de donner peut-être plus souvent l'occasion aux architectes et aux paysagistes, mais aux architectes, hein, quand même, faut pas déconner, on va pas tout le temps non plus vous inviter, quoi. Non, de montrer voilà, ce qui se fait, et que comme on a une croyance toujours aussi ferme dans le fait qu'en Aquitaine, il se passe beaucoup de choses avec des gens qui travaillent ici toute l'année, qui produisent, qui prennent des risques, et puis, vous le savez, leur vie professionnelle. Voilà, j'ai un admirateur qui se manifeste. Et la vie professionnelle au quotidien pour un architecte et un paysagiste n'est pas toujours facile, et spécialement pas en 2015. Donc de mettre comme ça un peu de lumière et mettre en relief la production dite locale, on trouve que c'est important de le faire, et y compris sur des programmes parfois modestes par leur taille, leur situation un peu éloignée de nos villes. Donc on a aussi, et c'est l'explication à cette sélection, on a aussi essayé de rendre compte de à la fois de cette dynamique, puis de cette diversité de la production ici en Aquitaine. Alors après, là, je vous ai dit déjà beaucoup de choses, et en fait, je n'ai pas du tout commencé à lire mon papier. Donc ça veut dire que je n'ai pas fini, parce que j'ai des obligations auxquelles je m'astreins bien volontiers, ce sont les remerciements. Alors, je les ai cités, je remercie nos partenaires de projets, de coproduction, que sont la Fédération du paysage, qui est représentée ce soir, mais pas par son président Paul Trouillot, qui devait, j'imagine, être très accaparé par ses activités. Mais en tous les cas, merci d'être là, et puis merci d'avoir répondu à notre invitation sur le montage de l'exposition à proprement parler. Des partenaires privés, qui sont Monsieur Bruno Bachot pour VM Concept et Monsieur Mathieu Lépine pour Immersion.
L'immersion, c'est notamment le bel objet hors de prix, là, mais je crois qu'on a 50% quand on est adhérent à l'AMA, il nous le confirmera lui-même peut-être, le bel objet table numérique avec lequel on peut faire plein de belles choses. Donc je veux vous remercier, mais j'ai l'air de présenter comme ça, mais je suis très sérieux, très chaleureusement et très sincèrement, parce que la Maison de l'Architecture est une association de type loi 1901, pour ceux qui savent ce que ça veut dire. Ça veut juste dire que on est complètement libre et autonome, on n'est pas dépendant du Conseil de l'Ordre, on les aime beaucoup, évidemment, c'est nos propriétaires, nos voisins, mais on est complètement autonome, y compris financièrement. On ne reçoit, il n'est pas là le président ce soir, je peux dire un peu ce que je veux, mais c'est enregistré, on ne reçoit pas d'aide financière du Conseil, et donc toutes celles qui nous sont allouées par nos partenaires privés, par nos adhérents, on y reviendra, hein, il y a des bulletins d'adhésion, il ne faut pas que vous partiez sans, nos adhérents, nos partenaires privés ou nos partenaires publics est évidemment essentiel. Sans quoi, il n'y a plus de 308, il n'y a plus d'exposition, il n'y a plus de pots, il n'y a plus de fêtes, il n'y a plus de table ronde, etc. Donc merci beaucoup pour être à nos côtés. Et puis merci d'autant plus que vous nous apportez bien sûr de l'argent, hein, pour être très concret, mais pas que, aussi beaucoup d'expertise, beaucoup d'envie de partager des projets, de les monter, de les faire se développer, et on est très heureux de ça. Voilà. D'ailleurs, moi je propose que vous les applaudissiez à tout rompre. C'est très bien. Alors après, bon, il y a les permanents, Adrien Maillard, enfin c'est normal, c'est son boulot, il est payé, hein, de paye. Il y a Lily qui est là, qui est toute mignonne, qui est adorable, qui est très très dévouée à sa tâche, qui est notre stagiaire. Merci à toi Lily, merci Adrien. Alors on me dit qu'il y a des élus de l'AMA. Je cite tout le monde, c'est incroyable, j'ai jamais fait un truc pareil. Les élus de l'AMA, donc Julien Grave, c'est un peu la nouvelle équipe. Il y a eu un renouvellement des cadres à l'AMA au cours d'une élection de l'an passé, et on a une nouvelle jeune équipe qui est tout à fait formidable. Donc il y a Julien Grave, il y a Andrea Viglino, que je n'ai pas perçu encore quand je suis arrivé, Vincent Arnay qui est là, qui a beaucoup donné pour cet événement, et notamment pour son montage et sa scénographie, mais Paul Roland aussi, bien sûr, qui est juste à côté de lui, et Sigrid Perrelaï, que je n'ai pas aperçu, mais qui peut-être nous a rejoint dans la salle. Et puis on a des bénévoles étudiants à l'ENSA, je ne sais pas où on va s'arrêter, hein. Émilie, Marlène, Livia, Timothée, Boris et Tom, sans lesquels rien n'aurait été possible, donc merci à eux. Et enfin, on bénéficie encore du soutien de la DRAC Aquitaine. La DRAC, c'est la Direction Régionale des Affaires Culturelles. Catherine, tu as des places devant ? Bah oui, quand on arrive en retard, on est puni. Donc la DRAC, c'est notre ministère de tutelle, c'est-à-dire la culture, et on est quand même content qu'elle nous aide, parce que au sein du ministère de la Culture, l'architecture n'est peut-être pas toujours aussi bien soutenue qu'on le souhaiterait, de manière très générale. C'est-à-dire que nos ministres de la Culture successifs, depuis un certain temps, ne s'intéressent pas énormément à l'architecture. Mais au plan local, on a un beau soutien de la DRAC et on les en remercie. Et puis l'ADEME, et puis Bordeaux Métropole, qui était anciennement la CUB, et puis la ville de Bordeaux, et puis son club partenaire, et puis. Voilà. Donc, pour conclure, avant de céder la parole à nos amis qui sont un peu là sur le grill, même s'ils sont confortablement installés dans un magnifique mobilier, je vous signale juste que nos prochains événements marquants ici seront Archipride. Archipride, c'est la grande assemblée générale des architectes annuelle, la fête qui précède, la fête qui suit. Donc ne manquez pas Archipride, ce sera le vendredi 10 avril. On inaugure aussi des nouveaux cycles de conférences, dont le premier est avec la mairie de Bordeaux pour une série de 4 conférences sur la forme de Bordeaux. La forme de Bordeaux, en fait, c'est l'édition de livres qui s'appelle comme ça, La forme de Bordeaux, et qui vont venir être présentés ici par leurs auteurs, qui sont des écrivains, notamment des écrivains. On aura à ce titre-là, le mercredi 15 avril, Marc Baranier, notre confrère, Jean-Marie Plane, qui vient nous parler. Et puis, comme toujours, les conférences de l'ENSAP. L'ENSAP, c'est l'École nationale supérieure d'architecture et du paysage. On revient au tout départ de ce que je disais tout à l'heure. Donc, voilà ce qui va se passer. Après, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vous ai dit, il faut que vous soyez adhérents, etc. Tout ça, c'est bon. Donc, je vais vous présenter, puis ils vont le faire eux-mêmes surtout, notre magnifique brochette d'invités, puis leur céder le micro et la manœuvre pour leur présenter leur travail. Donc, on accueille Franz Müller. Bienvenue.
Anouk Debat, donc il n'est pas là, comme je dis, elle est en retard. Sylviane Ferron, de l'agence Ferron et Monroe. Donc tu es la plus courageuse des deux, puisque Eric est lâchement caché au deuxième rang, là. Bravo, Eric. Freddy Charrier, qui est un paysagiste. Alors je ne l'ai pas signalé, mais les deux que je viens de présenter sont architectes. Et Freddy Charrier est un paysagiste de qualité immense, avec lequel j'ai le plaisir de travailler très régulièrement. Il me tarde qu'on gagne le prochain concours, parce que le dernier, on l'a perdu, je te rappelle. Pierre Marsan. Pierre Marsan, alors c'est formidable que tu aies pu venir de Pau, à 200 à l'heure sur ta Ducati qui est dans la cour, et que tu vas nous présenter ton travail. Donc Pierre a été un de nos administrateurs et surtout un de nos élus au Conseil de l'Ordre. Donc merci d'être là. Et puis Emmanuel Courech, alors on ne se connaît pas, je vais peut-être mal prononcer Courech ou Courec, de l'agence Kaplan, voilà, qui boucle la présentation de ce soir. J'ai suivi l'ordre qui est là, je ne sais pas si c'est l'ordre de vos interventions, peu importe, ça maintenant je vous laisse vous organiser. 10 minutes chacun, et après on ira boire un coup, mais avant ça, on vous cédera le micro aussi, parce que je vous ai remercié, mais vous voulez sûrement nous remercier aussi, donc je vous passerai le micro. Bonsoir, je me présente, Franz Buller, architecte. On a... Bonsoir, je me présente donc Franz Buller, architecte. Tu me colles là, Parfait. Donc je me présente, Franz Buller, architecte. Donc on est l'agence BUPA qu'on a créée avec mon associé Florent Pasquier il y a 5 ans. On a installé notre agence, donc je vois pas si ça bouge. J'ai l'impression que ça marche pas. Ouais, sinon sur les touches. Ok. Donc voilà, ça c'est nous, c'est BUPA. Donc on a créé notre agence il y a 5 ans. Voilà notre agence, on est situé sur les quais. Bon, une agence classique hein, de travail. Voilà quelques projets que je vais vous présenter très rapidement. Une maison médicale qu'on fait à Paris en bord de Seine. Une clinique dentaire en Corian sur Ossature-Bois qu'on vient de livrer à côté du parc bordelais. Les 154 logements qu'on fait à Villeneuve-d'Ornon. Le chantier a commencé en décembre, on les finit dans 1 an. Voilà. Donc ce soir, je suis là pour vous parler de l'hôtel de Biscarrosse, qui est un des tout premiers projets qu'on a eu à réaliser à l'agence. C'est un hôtel assez mythique qui est là depuis 1918, qui a subi de nombreuses modifications dans le temps, comme on peut le voir. Et mais on espère être les derniers, quoi. Donc on est arrivé sur le site le premier jour. On a regardé ce bâtiment assez brut, en béton, assez simple, très lisible, on voit assez facilement les fonctions. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on retourne ce bâtiment vers l'océan. Parce qu'étonnamment, ce parallélépipède, la façade qui fait face à l'océan, parce qu'il est posé sur une dune, c'est la plus petite de ces façades, quoi. On a essayé donc de recadrer toutes les vues et de les réorienter à l'aide de beaux windows triangulaires vers l'océan. Ce qui nous a permis de réorienter toutes les vues vers l'océan et de créer un jeu de composition sur la façade avec ces beaux windows qui forment comme des ouïes et des balcons pour animer la façade dans l'épaisseur. On a aussi requalifié les entrées, donc l'entrée de l'hôtel, la petite entrée avec l'enseigne noire, et on a
mis un film rouge sur l'entrée du bar-restaurant pour le signifier aussi, pour créer un filtre vis-à-vis de la façade de la ville qui est assez hétéroclite et qui n'a pas grand intérêt. Donc là, je vais vous montrer différents angles de vue où on va vous montrer la phase état des lieux, la phase chantier, la phase finale, pour illustrer mon propos sur les nouvelles compositions qu'on a créées sur ces façades, quoi. Ah mais ça sauce là, il y a des trucs qui passent pas, quoi. Bon, voilà, donc voilà ce que ça donne, le jeu de composition avec des hauteurs différentes. On a voulu casser le rythme des petites fenêtres qu'il y avait à l'origine pour arriver à donner un côté un peu plus contemporain à ce bâtiment et à le... Voilà, ça c'est un autre angle de vue. Ça marche pas, là, non ? Bon. On voit pas les choses état des lieux, tant pis. Donc, on peut le voir, voilà. Ce qui était étonnant sur ce bâtiment aussi, c'est qu'il y avait un rythme de trois blocs comme ça, qui n'ont pas vraiment de raison ni structurelle, ni fonctionnelle. Et on a voulu les relier avec des balcons et se servir de l'excroissance qu'on a créée en bas pour créer des terrasses qu'on a essayé d'intimiser, de séparer avec des jardinières. On voulait éviter les garde-corps. Donc on a créé des jardinières avec de la végétation pour essayer d'intimiser les terrasses. Un autre angle de vue, mais là la photo chantier marche. Donc où on voit toutes les modifications, toutes les fenêtres qu'on a élargies et les cadrages qu'on a recréés. Toutes les fenêtres ont été réalisées à galandage pour pouvoir s'ouvrir totalement. Ça, c'est la vue sud qui donne sur la terrasse. On a recréé aussi une terrasse de 1000 mètres carrés en bois avec une piscine à débordement devant le bâtiment. Ça, c'est l'entrée en chantier et une mise en lumière, comme on peut le constater de nuit, avec le film rouge qui crée une ambiance et des éclairages pour souligner les effets des ouïes et des balcons sur les façades. Ensuite, à l'intérieur, donc, on a très largement décloisonné toute la partie rez-de-chaussée pour en créer un bar-lounge, l'entrée de l'hôtel et un restaurant. On a créé un mur comme ça qui rejoint notre bar qu'on a créé en Corian, que je vais vous montrer par la suite, et qui vient sinuer jusqu'à l'entrée, quoi, qui nous accompagne jusqu'à l'entrée de l'hôtel. Après là, on voit les photos de chantier de la réalisation du bar en Corian. Donc ça, c'est les images du projet. Et sur le chantier, on s'est rendu compte en décloisonnant, on est tombé sur des poteaux, des structures. Il a fallu englober beaucoup plus de choses, donc on a dû adapter sur site en travaillant avec des pains de mousse, en affinant certaines parties pour ensuite pouvoir les réaliser en Corian. Et donc au final, voilà, ça donne cette partie bar, restaurant, lounge un peu sur l'entrée. On passe ensuite à la salle de restaurant. Et on voit les différentes évolutions de la construction du bar en Corian jusqu'à ce qu'on arrive à trouver une forme qui nous satisfasse. Donc voilà, on voulait créer une espèce d'igloo au milieu de la salle qui sont un peu le centre qui permet d'intimiser les différents espaces et de passer de l'un à l'autre, sachant que de toute façon la vue, c'est l'océan qu'on a en face. Le but, c'était que les gens se retournent vers l'océan. Après, on a aussi eu une mission d'éco-mobilier dans les chambres. Donc on a essayé de trouver un principe d'un lit qu'on a fabriqué sur mesure avec une banquette en bout, avec des rangements dessous et une table qui coulisse, qui nous permet de prendre le petit déjeuner le matin
et qui nous permet en bout, quand on le met au bout du banc, de s'asseoir, d'avoir un bureau avec une prise d'internet et de part et d'autre du lit, on a créé 2 penderies, une pour monsieur, une pour madame. On a habillé les placards d'un miroir pour pouvoir voilà, se changer. C'est un procédé qu'on a essayé qu'on a développé dans toutes les chambres. Donc voilà, le principe du lit, on voit la tablette qui coulisse. Ensuite, on a aussi dessiné toutes les salles de bain. On a fait fabriquer des bacs à douche en corian, on a fabriqué tous les éviers, les lavabos, on a tout dessiné en corian. Et on a voulu associer ce mobilier et ce matériau très, très moderne avec un carrelage un peu rétro, noir et blanc, 10-10. On trouvait l'effet sympathique. Là, on voit les cadrages qu'on a pu créer dans les chambres, sur l'océan. Et on s'est fait plaisir, on a placé de belles baignoires devant des grands panoramas sur lesquels on a mis des films miroirs, ce qui fait que la journée on ne nous voit pas, mais on peut prendre son bain tout en profitant de l'océan, quoi. Voilà quelques vues du bâtiment de différents plans de vue, de terrasses. On se rend compte que c'est étonnant suivant les angles de vue et comment on le prend. On voit aujourd'hui la juxtaposition des 2 projets et on se rend compte que avant l'esprit maison arcachonnaise, mais d'avoir un bâtiment, un cube blanc comme ça assez moderne, ça fonctionne quand même. Et donc une mise en lumière de l'entrée et qu'on a recréé. Voilà. Je vais maintenant vous lancer une petite vidéo réalisée par Andron du projet. Et donc c'est là qu'il faut cliquer. Je sais pas comment on va faire. Bonsoir, Sylviane Ferron, architecte, associée Monroe. Voilà. On est installé à Bordeaux, place des Quinconces, au dernier étage. On a donc cette vue magnifique sur la place. On a créé notre agence en 1998, après avoir travaillé de nombreuses années chez Projet Lajus Pouillot. On fait du
des équipements publics, essentiellement scolaires, sportifs et restauration collective, logement de fonction, ce type de projet. On a notamment réalisé la restructuration lourde du lycée Montaigne à Bordeaux, l'extension d'un lycée hôtelier à Cap-Breton dans les Landes, un gymnase coût énergie zéro pour un collège à Cap-Héron, à Mérignac. Donc des projets publics assez variés. Aujourd'hui, on a 3 projets à l'agence, un sur le site de l'aérocampus à La Trenne. Le groupe scolaire à Florac, dans la ZAC des Quais, qui est un projet qui s'est interrompu pendant 2 ans, qui a repris et qui est aujourd'hui en appel d'offres et dont l'on doit livrer en 2017. Et puis donc ce projet de groupe scolaire, deuxième groupe scolaire Tabarly qu'on vous présente. Donc ça marche pas, ça. Voilà. Donc ce groupe scolaire Tabarly est situé sur la commune du Taillan-Médoc, qui est à 10 km de Bordeaux. C'est un concours qu'on a gagné en 2012, qui est actuellement en chantier, que l'on doit livrer pour l'été 2015. Donc là, c'est l'image un petit peu sur l'espace public du projet, avec à droite une place de centre-bourg et sur la gauche la rue Éric Tabarly, qui a donné le nom à l'école. On a à l'angle du bâtiment l'étage qui fait office un peu d'articulation sur ce site. On peut voir les 2 entrées de l'école qui sont comme de l'école, donc c'est un groupe scolaire dit école maternelle et élémentaire. Donc on a les entrées des écoles de chaque côté qui sont un petit peu des ponctuations colorées sur cette façade. L'ordre de grandeur du bâtiment, c'est 80 mètres sur 40 à peu près. Le socle du rez-de-chaussée fait à peu près 4 mètres. Donc à chaque fois sur nos projets, on essaye de travailler un volume assez simple, un traitement assez radical et un petit peu abstrait. Donc l'épanelage là du projet n'est pas un reflet de l'aménagement intérieur du plan. C'est un travail en séquence de façade au regard de l'espace public. Donc on est en plein centre-bourg du Taillan-Médoc. On a une avenue, l'avenue de Soulac, qui partage la commune en 2, qui est légèrement en pente du nord vers le sud. Et tous les équipements majeurs de la commune s'accrochent dessus. Donc on a la mairie en haut à gauche, un petit peu plus bas l'église, et l'école, dans la même logique, s'accroche sur cet axe. On a également 2 parcs, le parc du Vivier, qui est à droite, avec de grands arbres et un petit plan d'eau très bucolique. Et le deuxième parc qui est à côté de l'église, en face donc du groupe scolaire. Le groupe scolaire donc du coup se retrouve un petit peu entre les deux et se devait d'accompagner le cheminement entre ces 2 parcs. La parcelle centrale est coupée par l'école existante qu'il fallait absolument que l'on conserve. Elle se prolongeait même sur la place par un espèce de préfabriqué de restauration scolaire qu'on a donc décidé de démolir pour pouvoir assurer une continuité de programme. Alors ensuite, avant d'expliquer plus le projet, nous on a une façon de... quand on amorce un concours, on passe vraiment beaucoup de temps à travailler le programme dans son site, en faisant des maquettes numériques où on n'arrête pas de faire et de défaire et de refaire jusqu'à ce qu'on trouve une morphologie de projet qui nous paraît pertinente. Donc là, sur ce site, on a déroulé le programme avec un dégradé de densité en installant l'école élémentaire au nord,
plutôt côté mairie, avec un étage. Et ensuite, la restauration scolaire qui est en rez-de-chaussée et qui est à l'interface entre la maternelle et l'élémentaire. Donc l'élémentaire, on la voit en jaune sur le petit logo, en brun la restauration scolaire et en orange, c'est l'école maternelle qui se déroule en simple rez-de-chaussée. Elle est creusée avec des patios. Elle se termine par le préau et la cour plantée et qui, sur le côté sud donc, de cette parcelle, et qui s'insère donc cette cour dans les jardins du quartier résidentiel qui est au sud. Donc ça c'est une autre image du projet, un petit peu plus frontale. On voit les classes élémentaires en étage qui ont une vue panoramique sur tous les paysages lointains de la commune, par-dessus le toit de l'école élémentaire. On voit également que ce simple rez-de-chaussée sur tout le reste de la parcelle permet de garder les vues sur le parc du Vivier notamment, et où l'on voit la frondaison des arbres. L'entrée de l'école maternelle est située dans l'axe de l'église. Il est transparent, traversant et connecté avec la cour élémentaire existante voilà, dans cet axe-là. Donc la façade est travaillée avec des séquences, soit en clin bois dans l'aplomb des façades qui protègent les espaces intérieurs de l'espace public, soit par des parois en béton tapissées de plantes grimpantes qui créent une façade un petit peu épaisse comme ça. Donc quand on travaille ces façades, on les pense un petit peu comme une transition entre l'intérieur et l'extérieur. On travaille beaucoup avec la notion de filtre, de double pot, voilà, plutôt que de percement ou de fenêtre et de composition. Donc au final, c'est une façade assez linéaire avec une certaine variété du relief et de la profondeur. Donc là, ce sont quelques photos de chantier. Donc il manque évidemment tous les éléments bois, la végétation, mais bon, on peut commencer à sentir l'imbrication entre l'intérieur et l'extérieur, les transparences, les profondeurs. Voilà, et pour finir, donc c'est les pannés de l'exposition. À chaque fois, nous essayons en fait dans nos projets d'apporter une réponse sensible au programme en concevant une morphologie de projet qui joue avec le paysage existant, qu'il soit construit ou naturel. Voilà. Donc, l'agence Kaplan Projet est une petite structure qui regroupe deux entités en fait, un architecte, Yann Kourech, et une paysagiste, moi-même, Emmanuel Crouzet. Nous avons une salariée, Sonia Nunez-Lopez, qui est là également. Et cette petite structure travaille sur des projets très différents. Donc déjà, en tant que paysagiste, je suis amenée à être associée à d'autres architectes. Yann travaille plus particulièrement sur des projets privés, mais également sur des bureaux, sur du tertiaire. Et nous sommes amenés aussi à travailler évidemment sur des projets qui placent l'architecture au cœur du paysage, car c'est vraiment une de nos préoccupations premières. Et nous avons pu réaliser notamment une patinoire écologique à Étampes, donc sur la base de loisirs régional d'Étampes, en région parisienne, et également l'aire d'accueil des gens du voyage à Saint-Astier. Donc c'est le projet que je vais vous présenter ce soir. Donc cette aire d'accueil des gens du voyage a été commandée par la communauté de communes astérienne Ille-et-Verne en 2010. Les études ont duré 1 an et
Le budget a considérablement explosé étant donné le terrain d'assiette du projet qui a été choisi un peu par défaut par la communauté de communes. Donc on a eu un temps d'attente et d'arrêt des études et le projet a finalement été réalisé en 2013. Je vais vous présenter ce site qui, comme beaucoup d'aires d'accueil, se retrouve en périphérie urbaine et non pas en contact immédiat avec l'urbanisation. On est donc ici sur un terrain d'une surface de 28 500 m² qui se situe au bord de la rivière Isle, donc dans un paysage remarquable, mais bordé par les infrastructures de la route départementale 6089 et de l'autoroute A89, donc sur une lanière de territoire qui ouvre le site sur un paysage remarquable, mais qui le positionne également dans des situations très complexes en termes de traitement. Il est donc desservi par la route départementale et vient se brancher au rond-point des 4 routes, qui marque également l'entrée principale vers la commune de Saint-Astier. Cette position a induit en fait la création d'une voirie de 312 mètres de long pour pouvoir desservir cette aire d'accueil, ce qui a fortement impacté le budget dont je vous parlais tout à l'heure. Cette création de voirie était essentielle pour des raisons évidentes de sécurité et a nécessité donc, c'est ce qui a nécessité donc le report du projet pour environ un an. Donc le site s'inscrit, on le voit ici, dans une lanière de paysage qui est prise entre la rivière Isle et la route départementale 6089. Ce paysage, donc dominé par les coteaux calcaires, s'ouvre très largement sur la vallée de l'Isle. Là, ici, sur cette image, on surplombe, on est au-dessus des infrastructures routières, au-dessus de l'autoroute 89, au-dessus de la route départementale et de la rivière Isle. Le projet, donc le terrain du projet qui a été choisi, finalement un peu par défaut, mais qui est aussi un site exceptionnel, possède de grandes contraintes, et notamment la pente. On a une pente moyenne de 8% sur le terrain, avec, sur la partie constructible, une pente forte de plus de 10%, et 4% bien sûr sur la partie basse inconstructible. Donc le paysage est effectivement caractérisé par la présence en arrière-plan des coteaux calcaires qui dominent le site à l'est, et au-delà, une ouverture visuelle très large vers l'ouest, sur l'île et sa vallée. Donc le site est visuellement connecté au grand paysage. Il est vu et il voit un territoire très, très étendu. La végétation existante est caractérisée par la présence peu d'essence, deux arbres isolés d'intérêt paysager, d'une zone de friche sur la partie sud, d'un ancien verger sur la partie nord, de quelques vieux noyers. La ripisylve est peu fournie sur ce tronçon et se prolonge sur une peupleraie au-delà de la parcelle du projet. En fait, la majeure partie du terrain est occupée par une végétation herbacée de type pelouse, comme on peut voir sur cette photo. Les contraintes du site, donc on s'imagine effectivement sur des terrains comme ceci, les contraintes sont fortes. Donc zone inondable, zone rouge du BPRI, zone verte. Donc au-dessus de la côte de la crue centenale, la parcelle est constructible et au-delà de la limite de constructibilité des 25 mètres par rapport à l'axe de la route départementale. Vous voyez que la surface par rapport à un terrain d'assiette d'emprise très important est considérablement réduite. À cela s'ajoute effectivement la zone Natura 2000, bien sûr, la ZPPA-UPN, donc on est sur un secteur protégé en termes des paysages, et également une zone archéologique sur laquelle il était délicat de venir terrasser, évidemment. Donc le projet est venu s'inscrire dans ce paysage et sur ce terrain complexe.
est venu se développer en bande linéaire le long de la vallée de l'île, suivant des terrasses parallèles à la rivière, qui permettent donc également une meilleure insertion paysagère. Donc on voit ici le chemin d'accès qui vient se connecter au rond-point des 4 routes, et qui s'inscrit sur une courbe de niveau, le bâtiment accueil venant s'inscrire sur cette courbe de niveau, et ensuite la voirie descend doucement, puisqu'il s'agit quand même de desservir, de faire rouler des caravanes, des attelages sur cette voirie, et il vient desservir tous les emplacements des aires d'accueil qui viennent se positionner sur une deuxième courbe de niveau à peu près constante, et qui s'ouvre sur le paysage. On voit qu'effectivement le projet vient s'inscrire ici sur la bande de terrain et dans une lanière qui se positionne face à la rivière. Le projet s'implante de manière à préserver au maximum la végétation existante, qui était relativement peu fournie. La strate arborée et arbustive sont renforcées, participent à la lisibilité des espaces. Donc, les trames végétales suivent le parcours et s'appuient sur les courbes de niveau, mais également viennent s'insérer entre les unités d'habitation pour venir créer des filtres visuels et intégrer aussi, dans une autre échelle, le paysage de l'aire d'accueil. Donc la palette végétale sur une... Donc voilà, les arbres préservés sur le site. Donc on a une palette végétale qui vient à la fois respecter la zone Natura 2000, également qui doit permettre une pérennité dans le temps et une rusticité voilà, dans le choix des essences. Donc on a privilégié des prairies naturelles, des prairies de fauche, avec une palette végétale adaptée à un sol argilo-calcaire superficiel de très mauvaise qualité, des zones qui sont tout à la fois en partie basse, et notamment dans les noux, qui viennent structurer le terrain, donc des essences qui sont à la fois adaptées à un sol sec, avec une inondation et des bassins tampons qui peuvent retenir l'eau de manière ponctuelle. Les strates arborées qui viennent structurer sont basées sur les champêtres que l'on va retrouver notamment sur les coteaux calcaires, le chêne pédonculé, l'orme champêtre, le chêne vert, le sorbier, des oiseleurs, le charme commun, le noisetier viennent constituer cette structure, et puis en partie basse, vers la rivière, le frêne commun, l'aulne, le sol, etc. Et l'ancien verger est reconstitué aussi, mais en utilisant des arbres fruitiers indigènes, donc des essences telles que le merisier, des oiseaux, le pommier commun, le poirier commun. Et ensuite, une deuxième trame arbustive est venue aussi s'implanter et structurer cet espace. Donc on reste, et c'était le souhait, sur un paysage qui se veut en continuité avec le paysage existant, même si, vous le voyez, on a dû terrasser pour créer ces plateformes, afin d'inscrire un projet architectural avec des fonctions très précises dans un site paysager de grande qualité. Au niveau architectural, le thème retenu a été celui du hameau. Pour nous, ce projet doit venir s'insérer dans le projet paysager. Le hameau, ou l'écart, est un groupe d'habitation en milieu rural, généralement trop petit pour être considéré comme un village. L'élément fondateur est très souvent une ferme. Les modules doubles de chaque emplacement forment le hameau. L'élément fondateur devient le bâtiment accueil. Le bâti développé tourne le dos à la route nationale, aux infrastructures routières, et les ouvertures sont toutes créées vers la rivière et la vallée de l'Isle. La vue paysagère est privilégiée, l'implantation des modules se fait en référence au hameau. Le bâtiment accueil, donc, qui vient marquer, il limite une frontière sur le site, les modules. Il marque l'entrée du terrain, donc c'est un point de repère, un signal tout d'abord pour les futurs occupants. Le portail est accroché au bâti, qui marque lui-même la limite. Le pignon s'ouvre et dégage l'entrée piétonne. Ensuite, une coursive extérieure permet de desservir l'ensemble des fonctions abritées par le bâtiment. Les modules des emplacements reprennent ce langage dans l'évidence de la volumétrie, donc l'espace partagé,
les sanitaires, etc., sont privatisés par un sas intermédiaire, des portes coulissantes en bois brut, viennent en applique fermer cet espace de chaque côté. Toutes les ouvertures des éléments de cuisine extérieure abrités s'ouvrent vers la rivière dans un cadrage permanent vers le paysage. Donc pour nous, effectivement, le projet d'aire d'accueil de Saint-Acier est avant tout un projet d'habitat pour lequel, effectivement, c'est un hameau organisé par le paysage qui l'investit, celui de la vallée de l'Isle. Au-delà des contraintes du site qui sont fortes, c'est la place de l'humain que nous avons tenté de valoriser au travers du regard porté sur le paysage qui l'habite. Bonsoir. Donc Frédéric Charrier, je suis paysagiste. Je suis associé avec Pierre Dabilly, architecte et paysagiste. Donc on a été collègues de classe, on a été salariés ensemble chez Manu en partie. Et puis on s'est associés il y a 8 ans maintenant. Récemment on a donné un nom à notre structure Let's Grow. Voilà. Donc on travaille aujourd'hui principalement sur de l'équipement, sur des programmes d'habitat, et puis on commence à nous faire confiance et on a la chance d'avoir des programmes un peu plus grands qui se rattachent un peu plus à des échelles un peu plus importantes telles que des parcs. On travaille sur le territoire, le plus loin c'est Verdun, mais c'est pas forcément le plus facile. Après il y a Clermont-Ferrand qui est la destination qui est aussi pas forcément la plus facile, Paris, Toulouse, mais surtout en Aquitaine, un peu les Landes et pas mal Bordeaux. Alors à Bordeaux on travaille à Ginkgo, pas mal d'îlots sur Ginkgo, un petit peu au bassin à flot, à la Ramade avec Pascal Tesser, sur un cœur d'écoquartier qui fait à peu près 3 hectares et dans lequel il y a un parc d'1 hectare plus 6000 m² de jardin d'îlots. Et puis récemment, en 2014, après un long moment d'attente, on a appris qu'on avait été lauréat d'un îlot témoin dans le cadre de l'opération 50 000 logements autour des axes de transport métropolitain. Donc c'est le projet que je vais vous présenter, l'îlot Langevin. Donc on a fait le concours avec comme maîtrise d'ouvrage Crédit Agricole Immobilier associé au logement français, l'architecte Philippe Gazot. On a travaillé donc sur un ancien site d'un collège, une surface d'un peu plus de 3 hectares qui avait été retenu par la fabrique métropolitaine pour plusieurs raisons. Parce que d'une part, il a un emplacement un peu stratégique, proximité de la rocade, proximité d'extension de la ligne A, proximité des commerces, également du centre-ville de Mérignac. Donc ça représentait quand même une opportunité, une réserve foncière relativement importante qui se situe dans un tissu pavillonnaire relativement dense, relativement bas. Donc il a fallu travailler dans ce tissu-là, créer de la densité, pas prendre trop de hauteur, c'est délicat à Bordeaux, dans ce tissu-là, pavillonnaire, et puis aussi répondre à des carences dans le quartier, celle d'absence d'espace public, d'espace vert, et puis celle de recréer des liens qui avaient disparu ou qui n'ont peut-être même jamais existé, puisque ces 3 hectares finalement créaient des barrières physiques. Donc notre réponse dans cet environnement a été pour créer environ 200 logements, il nous a semblé opportun de travailler sur la notion de cité-jardin, qui est le mariage parfait de l'architecture et du paysage, avec des typologies plutôt basses et une large place au jardin. Donc pour atteindre cet objectif d'insertion de cette pièce urbaine dans son contexte social, urbain et paysager, on s'est attaché à établir des relations de voisinage par le paysage, de limiter la présence de la voiture à quelques petites pénétrantes vières,
à hiérarchiser et multiplier les espaces polyvalents et intergénérationnels, à favoriser les liaisons douces interquartiers, à définir le statut des espaces privés, publics pour éviter les conflits d'usage, à respecter et composer avec le patrimoine végétal existant, puisqu'on avait la chance d'intervenir sur une parcelle où on avait des vestiges arborés classés au PLU, donc un grand alignement de chênes qui date de l'époque où ce morceau de territoire était encore la campagne bordelaise. Et pour terminer, à valoriser et à faire exister un gymnase qui est un peu le seul équipement qu'il y a dans ce quartier, enfin dans le petit quartier autour de Langevin. Notre proposition, la proposition paysagère architecturale a été de travailler autour de trois grandes entités. Celle d'un parc, qui est l'entité la plus publique du paysage. Ensuite, les parvis, squares, venelles et sentes. Et pour finir, l'entité la plus privative, qui est celle du jardin privé. Donc je vais les présenter tous les trois. Donc ça, c'est le projet. Donc on voit bien le tissu pavillonnaire dans lequel on vient s'inscrire. Et puis notre intervention sur ces 3 hectares avec un fonctionnement où l'ensemble des parkings sont positionnés sous une nappe habitée et paysagère. Donc l'ensemble des stationnements, plus de 250 places, sont situés sous une dalle plantée, ce qui fait qu'il y a peu de voitures en surface, une trentaine. Donc cette première entité paysagère dont je vous parlais, qui est celle la plus publique, celle qui est ouverte au public, c'est donc un parc à peu près 5000 m², organisé au nord de la parcelle. Donc, comme je vous le disais, il y avait un manque dans le quartier qui est celui d'un espace public un peu fédérateur, un lieu de convergence de l'ensemble des habitants du quartier. Donc il me semblait important d'organiser un parc, d'offrir un parc dans cette nouvelle appropriation de ces 3 hectares. Donc le parc, au-delà de combler un manque, avait pour objectif de protéger un peu le parc des nuisances sonores, d'offrir un lieu de sociabilisation et de rencontre, également de loisirs, et de sensibiliser à l'écosystème. Et donc on a pensé décliner ce parc en 2 sous-espaces. Un espace où l'homme trouve sa place, donc une grande clairière, une grande plaine de jeux qu'on voit sur l'image. Et puis un peu plus au nord, proche du gymnase, une partie un peu plus humide, déjà relativement humide, qui était plutôt une prairie humide dédiée à la biodiversité, donc plutôt un espace à parcourir qu'à pratiquer. La deuxième échelle, la deuxième entité dont je vous parlais, qui est celle des squares, sentes, venelles et parvis, et celle qui vient un peu relier l'intérieur et l'extérieur, qui vient tramer ces 3 hectares de parcelles. Donc le parvis, je vous parlais de l'existence d'un gymnase. Aujourd'hui, ce gymnase, il tourne le dos à son quartier, il est derrière une haie, derrière un parking. Il nous a semblé opportun d'ouvrir cet équipement dans son environnement pavillonnaire par la création d'un parvis. Les squares sont un peu sur le même principe que le parvis. Le parvis est une forme de dilatation là, de la rue Langevin. Les squares sont un peu dans cette optique-là, de créer des dilatations et d'inviter les usagers, les gens qui parcourent la rue Langevin, à venir pénétrer cet espace. Ces squares, ils déclinent différentes thématiques, celle du jeu par des modelés doux, celle de la rencontre avec la mise en place de mobilier pour s'asseoir, des espaces de rencontre, et puis de repos avec la création d'un solarium et la mise en place de mobilier tels que des transats en façade sud, plutôt bien exposés. Pour finir, c'est les espaces de circulation, donc les sentes et les venelles. Alors les sentes sont plutôt suivant un axe nord-sud. La première, qui est proche de la rue Langevin, vient relier les différents squares. La deuxième vient mettre en scène l'alignement de chênes majestueux préservés sur le site. Et la dernière sente permet de créer un espace tampon
un espace de protection entre les riverains actuels, un peu virulents au projet, et puis cette opération d'un peu plus de 200 logements. Pour finir, alors ça c'est un des schémas qui expliquait, alors en gris, sur la droite, le parvis, en vert, les petites poches vertes sont les squares, et les flèches vertes, les centres, les flèches noires, les venelles. Donc on voit bien qu'on a vraiment voulu créer du lien, rendre les parcours au travers des bâtiments évidents, et que ces 3 hectares ne soient plus une frontière, mais un lieu de passage, un lieu de pratique. La dernière entité, celle de l'espace privatif, c'est celle du jardin. Et dans une cité-jardin, il était important qu'il y ait des espaces dédiés au public, mais également des espaces dédiés à l'intimité. Donc chaque logement a un espace extérieur. Ceux des étages ont une terrasse plutôt généreuse. Ceux du rez-de-chaussée, un jardin plein de terre, jardin de centre-ville avec des dimensions tout à fait correctes. Et puis, pour finir, cette volonté d'avoir quasiment 0 voiture en surface a donc supposé de créer une dalle plantée qui devient également un jardin avec un ensemble de terrasses privatives rattachées au logement. L'idée, c'était qu'on ne soit pas obligé de rentrer à sa maison par la porte d'entrée, mais qu'on puisse y rentrer également par le jardin. Donc chaque logement accessible par le jardin. Donc, pour conclure, je vais conclure avec quelques chiffres. Sur ces 3 hectares où une des grandes idées des 50 000 logements était quand même de créer de la densité intelligente, je dirais. Sur ces 3 hectares, on a donc eu pour objectif de créer un peu plus de 200 logements. Malgré cette densité relative, il y a un peu plus de 65% d'aménagement paysager, ce qui est relativement important, et 45% d'espaces verts purs, c'est-à-dire prairies et pelouses. Et sur les arbres existants, il y en avait à peu près 80, on a réussi à en maintenir 45, et les plus beaux, bien sûr, les grands chênes. Donc voilà, le challenge n'était pas forcément évident, puisque le niveau à atteindre fixé par la fabrique n'était pas forcément des plus évidents, tant d'un point de vue financier que programmatique. Bon, on a eu la chance d'être retenu. Voilà. D'accord, bonjour. Merci. Bon, je suis Pierre Marsan, donc. Je suis architecte à Pau. J'ai une agence où on est 2 à travailler. Je travaille avec des jeunes architectes, en fait, des gens qui finissent leurs études en général, qui se succèdent. Et parfois, j'aime bien me retrouver comme ça, avec une grande différence d'âge. On se retrouve beaucoup de complémentarité. Actuellement, j'ai un projet à La Bouère dans les Landes qui est en cours, qui démarre. Et puis, j'ai 2 projets à Vascons aussi dans les Landes et à Biscarrosse, ça c'est loin de chez moi. Et c'est des projets qui sont à l'arrêt parce qu'ils attendent les subventions, parce que voilà, ils n'ont pas décidé de démarrer ou comme ça. Ouais, c'est une période un peu compliquée, mais ça, on est nombreux dans ce cas-là. Et puis les autres projets qui étaient en cours, on a changé de municipalité dans certains endroits, ils sont tous arrêtés. Donc voilà. C'est une période bizarre, un peu calme, on est un peu à mi-temps, mais alors, merci Pascal de m'avoir invité, ça m'a fait l'occasion de venir, j'aime bien. Alors, le projet que je vous présente, c'est le collège de Montfort. Moi, je me suis installé en libéral en 2006. Et ça, c'est le 2e concours où j'étais retenu. Le Conseil général des Landes a lancé 9 concours successifs. Et sur différents collèges, ils ont chaque fois retenu 4 équipes différentes. Donc, moi, j'étais retenu j'ai répondu au 9, j'étais retenu au 9e. Donc, c'était bien, on l'a gagné. Donc. On s'était présenté une équipe, on était 3 équipes d'architectes, un paysagiste, il y avait un BET structure, un fluide, un acousticien, qui c'est qu'il y avait un BET environnemental. C'était bien. En 2008, on faisait des grosses équipes et parfois c'est très stimulant de travailler beaucoup sur le même projet. Comment ça marche comme ça? Yes.
Le collège de Montfort, Montfort, c'est une bastide, c'est les petites villes du Moyen-Âge, enfin tracées au Moyen-Âge, qui ont été reconstruites au 19e siècle, en gros, sur les mêmes plans. Et le collège, il occupe une parcelle à côté de la bastide, et la parcelle du collège est aussi grande que le village. Et bon, le village est sur une crête, et le terrain du collège, c'est un terrain qui descend. Mais ce collège a été fait dans les années 60 avec des plans types comme ils faisaient à l'époque. Et donc ils ont posé des grandes barres dans la pente. Alors le programme, ça va être d'isoler ces bâtiments-là et après de recoudre un peu tous les différents. Parce que dans la pente, il y a ces barres et au-dessus, vis-à-vis de la ville, il y a une collection de bâtiments. Il y a cette maison qui est du début du siècle, je pense, à droite, et on aperçoit juste une petite maison Spirou. Au fond, il y a la demi-pension qui a été agrandie dans les années 80, on dirait le plan des projets de la Gueule là, de Philippe Starck de l'époque. C'est très hétéroclite. Face à la rue, il reste le mur, il y a la maison, l'entrée du collège ne se faisait pas là, elle se faisait par la gauche. Et il y a la cour en profondeur où on voit la barre. Et puis c'était des cours complètement goudronnés, donc ils avaient des problèmes d'accumulation d'eau de pluie. Et bon, il y avait quelques arbres qui se promenaient là au milieu. Voilà, quand on se retourne un peu, il y avait le bâtiment au fond avec le préau. Donc ils avaient le programme d'aménager sous ce préau tout ce qui était là, d'agrandir la demi-pension. Et ça c'est les coupes du concours. Bon, dans les concours, on nous fait faire des coupes, et quand c'est des coupes de centièmes, des fois on ne comprend rien. C'est des petits dessins, il y a plein de bâtiments. Alors on voit qu'il y a de la pente, mais après comprendre où sont les choses existantes et les choses neuves et tout, ça ne marche pas très bien. Je ne trouve pas que c'est des bons systèmes. Ça, c'est l'Axonneau qui est vu d'en haut, on y voit un peu mieux. La rue qui part sur la droite, c'est la rue qui fait face à la Bastide. Et comme il y avait des bâtiments qui existaient, des bâtiments anciens, on a essayé de faire un système de bandes parallèles et de mettre un bâtiment neuf entre deux bâtiments et de dégager des systèmes de cours. Alors si on veut montrer, ça c'est une espèce de grange de corps de ferme. Là, il y a l'extension qu'on va faire de la demi-pension, il y a le petit bâtiment qui existe, il y a un petit préau qu'on fait au milieu, et puis il y a un autre bâtiment qui a été fait dans les années 90 avec des toits ronds. Et le dernier bâtiment est tout en bois. Et au fond, parallèle à la pente, il y a la succession. 1, 2, ça marche. Voilà, donc on a le plan et on a nos systèmes. Tout ça, c'est les bâtiments qui existent, qu'on réaménage, et l'extension, la maison qu'on garde, etc. Les deux grandes barres qu'on réhabilite, et puis il y a les terrains de sport. Et ils avaient un drôle de truc aussi, c'est qu'il y avait l'entrée du collège qui était ici avant, on l'a mis face à la ville par ici, mais que dans les Landes, les gens sont très étalés. Donc en fait, 80% des élèves arrivent en bus. Et ils ont utilisé la route qui est derrière, qui descend, pour faire arriver tous les bus. Ils ont 8 bus tous les matins qui se garent là. Et ils font rentrer les élèves par le point bas, ils les font remonter. Donc ils ont un petit... Voilà, ça marche un peu de manière étonnante, mais ça se passe bien. Ça, c'est un petit travail qu'on a fait sur le préau, parce qu'on a fait le préau, mais il y avait des arbres qui existent. Donc le préau, c'est un petit bâtiment, vous allez voir après, qui est coupé d'arbres. Ça, c'est la vente de la demi-pension. Donc c'est le principe qu'on a fait pour les bâtiments qui sont sur la rue, qui sont en alternance des bâtiments existants. Bon, on a fait ce système de double pot avec tous les poteaux en bois. Là, moi j'appelle ça des cages à grillons. Oui, c'est des petits poteaux comme ça, et un petit garde-corps. Ça permet, d'un côté, on a les gens qui vont circuler dans la rue, et puis après, dans cette coursive qu'on va trouver juste après, on a une circulation interne, ce qui permet de passer d'un point à l'autre. Et on a un petit truc amusant aussi, c'est qu'on a essayé, chaque fois qu'on avait un bâtiment, de le prolonger par un jardin. Alors quand il y a un bâtiment, on a fait couler l'eau, on voit une gargouille en haut. Donc on a fait au bout des bâtiments des prairies humides, et puis après on a des prairies sèches entre les bâtiments. On en a une ici, ça c'est la suite du bâtiment. Et comme ça on a une alternance de plantes qui poussent haut, et puis de plantes de rase. Ça c'est le côté, il y a la cage de grillon au bout.
Et on a ça c'est la façade sud de la salle à manger. Une des difficultés, c'est qu'il y avait au bout, il y a le petit bâtiment en demi-rond qu'on voyait tout à l'heure. Il a fallu trouver quelque chose pour... On a travaillé en gardant ce qui existait, puis en faisant des extensions. Et donc on a essayé de trouver des éléments pour accorder tout ça. Alors là, on a fait un paravent en tôle perforée. Bon, ça a plein de qualités visuelles, ça fait de l'ombre. Et on l'a, comme les budgets sont quand même justes, donc il faut être sobre quand on construit. Donc il est en paravent, ça permet de l'avoir à peu près stable. Il tient sur un point, ça s'équilibre tout seul. On continue, on passe, il y a là, de l'autre côté de la maison, on a le préau qui est là. Et on a donc la cour au fond là-bas. Voilà, et on arrive de l'autre côté du préau, on a la dernière cour, là, ils ont rempli d'un mur de casier. Et le préau, avec ses arbres au milieu. Alors le préau, on a fait une structure assez... Enfin, tous les bâtiments, on essaie de les construire de la même manière. Donc j'ai des refonds avec des poteaux, j'ai les façades avec quelques poteaux. Il y a beaucoup de poteaux, donc ça permet d'avoir les toutes petites sections, donc ça a l'air tout fragile. Et puis on les a penchés, ce qui permet de contreventer tout simplement le bâtiment. Le plus compliqué à faire à Pau, on a des gros problèmes sismiques et on passe notre temps à essayer de faire tenir des bâtiments qui ne doivent pas bouger. Le poids, ça a l'air de poser des problèmes à personne, mais il ne faut pas que les bâtiments bougent. On s'est habitué à faire des trucs croisés dans tous les sens. Bon, après, il est simple, c'est une chambre métallique, et puis il y a les arbres au milieu. Et quand on a prolongé ce principe-là, on a fait des petits auvents devant les bâtiments d'enseignement qui sont donc les deux grandes barres. Après, on a fait donc tout un tracé dans les cours pour essayer. La cour était tout à fait goudronnée, on a enlevé 60% du goudron et on a fait des zones de pelouse. Bon, on a fait les photos avec Arthur il y a... L'an dernier, je crois, la pelouse, ça n'a pas pris, ça ne marche pas du tout. Et là, je suis en train d'y travailler. On va regoudronner certaines zones de pelouse parce que de toute façon, ils y sont. Et avec le paysagiste, on a fait des pelouses renforcées où il y a des cailloux dedans pour que la pelouse ne s'enfonce pas. Et bon, c'est tellement. En fait, il n'y a que du sable là-bas. Et donc, on a beau avoir amené de la terre végétale dessus, mélangée avec les cailloux sont tous remontés. Donc, aujourd'hui, on a ces bouts de pelouse qui sont des champs de gros cailloux. Et les gamins sont adorables parce qu'ils ne s'assomment pas avec ça. Les bâtiments qu'il a fallu isoler, donc on a fait une isolation par extérieur, là c'est celui où il y avait le préau. C'est des bâtiments qui étaient assez disparates, malgré leur composition très années 60. Ce qu'on a fait, on a fait un petit jeu de couleurs, de pixels. Je leur ai vendu l'idée que je leur faisais des couleurs de la Chalosse, des verts, des gris, des bleus de ciel. Et puis les deux couleurs de la corrida, le rouge et le noir. Enfin, ils ont toutes les arènes comme ça. Et puis on les a décalées, simplement. Il y a 8 couleurs. On les a juste décalées rangée par rangée. On les a calpinées par rapport aux fenêtres qu'il y avait. Et ma foi, ça a permis de régler assez simplement et graphiquement tous les bâtiments. Enfin, tous les bâtiments comme ça, à isoler par l'extérieur. Le plus grand qui se voit de très loin, on lui a fait des façades en bois. Et des pignons en bois, comme si on avait une boîte un petit peu précieuse. Et puis la façade qui est isolée minéralement avec le petit jeu de couleurs. On a refait les terrains, enfin on a tout bougé là. Le terrain de foot est neuf, la piste d'athlétisme est neuve. À l'intérieur, c'est un peu pareil. Il fallait trouver quelque chose pour unifier tous ces endroits. On avait l'acousticienne et c'est bien. On avait les règlements d'accessibilité. On est obligé de traiter l'acoustique dans les circulations. Donc on a ce système de petits panneaux. Et pareil, quand on a essayé de calpiner les panneaux, ça tombait jamais bien. Les pièces sont jamais complètes. Donc en fait, on est parti sur des bandes parallèles, un tout petit peu décalées. Ça permet de créer une aléatoire. Comme il y a beaucoup de panneaux, ça fait quelque chose d'un peu flou et ça traite. Ça fait une petite esthétique. On va la retrouver dans la salle à manger. Donc ça marche bien entre les. C'est comme ici. Après, c'est un projet qu'on montait pendant que j'étais à l'ordre et ce bâtiment se montait aussi. Donc ça reste tout brut comme ça, mais au lieu d'avoir les choses bien calpinées, on a les ventilations au plus court et on a nos panneaux acoustiques qui complètent tout le reste. On a mis les luminaires en travers. Ce bâtiment, il est un peu comme les préaux, c'est-à-dire qu'il y a toute l'ossature métallique qui est parallèle à la façade, en biais pour se contreventer. Et derrière, on a les vitrages et derrière, on a
Les panneaux de brise-soleil, un éventail. Il y avait juste des petites ouvertures entre les panneaux, là où on a besoin d'ouvrir les fenêtres, pour pas que ça cogne. Je crois que les fenêtres ouvrent vers l'extérieur parce que les structures sont à l'intérieur. En fait. Voilà, ça c'est la tôle perforée qui part, qui va jusqu'au bout, et justement une ouverture. Ça marche tout seul. Une autre salle de réunion dans le préau avec un poteau qui reste. De ces bâtiments des années 60, je les aime pas beaucoup, formellement. Quand on travaille dedans, quand on commence à casser des murs, il y a des trous, en fait, c'est vraiment pas bien construit. Par contre, il y a des éléments comme ce poteau, ils ont de temps en temps des matières brutes qui sont remarquables. Là, c'est un poteau qui est en béton, qui avait un grain de gravier qui est super. Alors bon, en plus, il est au milieu de la pièce. Et ben, ils vivent bien avec, mais ils voulaient l'enduire, par exemple. Et non, on a réussi à le garder brut. Il y a de très belles matières quand même. On a fait un peu de signalétique sur les portes. Oui, alors bon, pour que ce soit uni, les sols sont sombres, les murs sont blancs, les plafonds sont blancs, il y a les panneaux acoustiques avec les blancs et gris. Et on a juste les portes qui sont de couleur, où on a joué, à dessiner, suivant ce que c'était. Bon, là, c'est la salle à manger des enfants, il y a l'assiette et les petits pois à côté. L'autre salle à manger, il y a l'assiette avec les petits pois dans l'assiette. C'est simple. Voilà, et maintenant ils m'ont demandé, en fait le préau tout ouvert, je l'aimais bien, il flottait sur ces petits poteaux, mais bon, avec la pluie, il se mouille beaucoup. Et donc ils m'ont demandé de le fermer. Alors je suis en train de travailler, l'été dernier j'ai travaillé à faire des panneaux qui ferment, ça m'a permis de refabriquer des bancs, on va les voir après. Et ça c'est un des projets que j'ai en cours, je suis en train de faire l'extension du préau un peu plus loin parce qu'il veut y mettre les cartables, les casiers à cartables. Donc c'est voilà, la cage à grillons devant. Et au fond, les paravents, mais on a fait une petite paroi en bois, mais des casquettes pour empêcher l'eau de pluie. Et en bas, on a fait un socle en gros morceau de bois avec un petit banc qui est dedans, qui est coincé entre les lames. Et mais ça plaît beaucoup aux enfants, c'est étonnant. Moi je trouve que bon, c'est un peu alourdi, bien sûr. On a beau faire les petites lames fines qui, au niveau à travers. Ils sont tous sur les bancs, ils n'en sortent plus. Voilà, ça c'est le jour de la réception et ils venaient d'arriver, ils aimaient bien ça. Enfin, ils étaient contents, je les ai pris en photo. Un petit moment de folie. Voilà. Bonjour. Donc nous allons vous présenter, je suis Martin Duplantier, Anouk Debar, architecte, paysagiste. Nous avons gagné ce concours en 2010. Ouais, 2010. Et on l'a livré il y a 2 ans, donc 2013. C'est un site donc, sur le littoral, comme son nom l'indique, en bordure de la commune de Biarritz, entre finalement le phare de Biarritz d'un côté et la chambre d'amour de l'autre. C'est un projet que nous avons gagné suite à un concours. 3 équipes avaient été sélectionnées. Tu vas peut-être dire un mot sur, sur le processus. Bien, une visite de terrain, une visite de site avec la maîtrise d'ouvrage, et puis une copie à rendre en plein été, et puis un silence radio pendant très longtemps. Et puis finalement, nous avons été sélectionnés. Donc c'était une très bonne nouvelle, on va dire 1 an. Bon, je pensais que tu allais pouvoir partager quelques éléments un peu épicés de ce moment-là, mais d'accord, on les garde pour nous. Très bien. Alors, donc ce site qui a la particularité finalement d'être très accidenté, puisque on le voit sur ce plan, on le verrait mieux en coupe, mais on a une partie qui est en haut de la falaise, sur l'esplanade Yves Bruno, qui est en fait l'entrée de ville d'Anglet depuis Biarritz, et puis le bas, évidemment, extrêmement exposé. Tout cela dans un milieu très fragile. On sait que la ligne de côte ne fait que de reculer. Et puis, élément tout à fait structurant, vous connaissez peut-être le VVF, qui est donc ce bâtiment des années 60 qui est au centre, là, comme on voit cette grande tache grise, qui est aujourd'hui la résidence Pierre et Vacances, et qui est donc une résidence privée sur laquelle nous n'avions aucune emprise.
Voici un diaporama du site avant le projet. On voit donc en haut à gauche le bâtiment du VVF, qui a ses qualités, je dirais, particulières. Moi, j'ai jamais compris pourquoi finalement cette architecture en terrasse ne permettait pas justement d'avoir des terrasses. Donc c'est tout à fait paradoxal sur ce site assez incroyable. Et donc on voit le caractère accidenté de la topographie tout à fait exceptionnelle. Des espaces qui sont, dans un premier temps, enfin, jusqu'alors, totalement, quasiment dédiés au parking, plus ou moins sauvage. Et ce côté aussi sauvage, justement, qui nous semblait indispensable de conserver, puisque le reste de la côte est tout à fait maîtrisé, contrôlé, et finalement c'était un des derniers refuges. Là-bas, au loin, c'était quasiment c'était un cul-de-sac, et finalement donc on allait surfer là-bas de manière presque sauvage, alors qu'on était au centre d'une agglomération du BAB. Donc il y avait à faire le tri dans ses qualités et ses défauts, mais en tout cas un site exceptionnel. On avait bien évidemment conscience de pouvoir travailler sur ce site d'exception. Alors quelques schémas pour montrer que, vous voyez en rouge, c'était des places de stationnement à tout va, à gauche, à droite, en haut. Il y avait juste le petit serpentin qui s'appelle la promenade des sources, qui était étranger aux voitures. Problème de l'eau sur le schéma qui est en haut à droite. Effectivement, une falaise qui dégouline, qui sointe d'eau, et qui a donc des problèmes de délitement de pierre. Et la mairie donc attendait beaucoup de nous sur ce problème hydraulique. Sur le schéma qui est à droite, tous les cônes de vue absolument admirables sur la côte, et les petits zébras, les petits éclairs noirs qui montrent un petit peu le point de vue qu'on avait, nous, sur cette façon de voir le VVF de façon un peu brutale. Et donc on a essayé d'amener des choses qui adoucissent ce contact-là dans le projet. Le concept, peut-être ? Ouais. Oui, alors on a dit tout à l'heure qu'une falaise tombait dans l'océan, et d'un autre côté, on voit la côte des Landes qui arrive avec ses plages sablonneuses. Et la crique qu'on avait à traiter, eh bien, c'est vraiment l'intersection des deux milieux. Et donc on a essayé au travers du projet de représenter ces deux milieux. Donc pour l'esplanade Yves Bruno, avec cette impression de montagne au travers des matériaux, au travers des végétaux et au travers des formes architecturales. Et tout ce qui était en bas, on a essayé de faire en sorte que ce soit les Landes qui viennent influencer cet espace au travers des matériaux utilisés et du vocabulaire aussi. Alors Bel-en-Bras, donc on ne souhaitait pas voir Bel-en-Bras, c'est pour ça, Bel-en-Bras, c'est-à-dire le VVF. Donc on a créé des volumes un peu artificiels, mais qui s'imprègnent quand même, ou qui s'inspirent quand même de la falaise. Et donc on a des îlots au travers desquels on circule, et qui ont pris complètement la position, la localisation de la voiture. Et la voiture, on l'a reportée à l'arrière du VVF, de façon à obtenir le même nombre de stationnements, mais disséminés de façon, regroupés plutôt à l'arrière, et ne faisant plus obstacle à la vue. Oui, donc en termes d'usage, on a essayé aussi de jouer sur les atouts de la clientèle, en tout cas des utilisateurs de ce site là, mais aussi de diversifier les publics. Et cette partie du projet, qui est la partie nord, c'est-à-dire l'arrivée des voitures, on joue aussi sur une utilisation plus familiale de la plage, sur des pelouses, et donc la possibilité à terme, puisque les arbres vont pousser, c'est toujours difficile de montrer des projets d'aménagement juste livrés, puisque ils ne prendront véritablement leur ampleur que lorsque les végétaux auront pris leur pleine place.
mais en tout cas à terme, donc ce sera quelque chose enfin un endroit ombragé et profitant tout de même de la proximité avec la plage. À l'extrémité sud, au contraire, on a quelque chose de plus ludique, qui est ce grand solarium qu'on aurait pu voir d'ailleurs dédié aux skaters, mais qui, face à une concertation publique un petit peu compliquée sur la ville d'Anglet, est aujourd'hui dédié plutôt à des jeux d'enfants, à du pique-nique, voilà, des bains de soleil, des choses donc qui ne sont plus. D'ailleurs, on voit que on a sur le platelage bois une lame toutes les 10 lames, je pense, qui est encaissée de 2 cm et donc qui doit empêcher le skater de s'amuser, malheureusement pour lui. Voilà, et puis tout le long en fait de la côte, donc entre ce pôle sud avec ces vagues en bois et ce pôle nord de pelouse ombragée, on a un espace assez étriqué en fait entre Bellambra, donc entre cette résidence et la plage. C'est un endroit qui est très exposé, mais qu'on a envie de voir devenir eh bien, une promenade de toutes les saisons. Nous est venue l'idée de développer une grande pergola, une pergola un peu flexible, c'est-à-dire qui soit à la fois ombragée par endroits, qui soit le support de plantation par d'autres, et qui soit ouverte carrément sur le dernier tiers. Et cette pergola, elle se développe donc avec ce matériau qui, lui, ne craint pas la corrosion puisqu'il l'est déjà, c'est de l'acier Corten, vous l'avez vu, avec des grandes sections de bois pour le remplissage, et donc quelque chose qui doit pouvoir vieillir de manière sereine avec cette exposition sur l'océan. Voilà, donc on voit quelques images. On a eu aussi beaucoup d'aléas dans le projet au niveau des espaces bâtis. La loi littorale étant tout à fait stricte d'un côté, et la mairie était peut-être un peu plus enclin à jouer avec les règles, et donc à vouloir nous demander quand même de faire du bâti le plus proche possible de l'eau. On dira que c'est des espaces pour les sauveteurs. Et puis on mettra un petit bar quand même. Vous inquiétez pas, ça passera. Bon, toujours est-il que le projet est livré aujourd'hui. Les bâtiments ne sont pas faits. On a dû les recaler quelques fois, et on espère pouvoir justement terminer le projet avec ces bâtiments. Sur l'image en bas à gauche, pardon, on a donc la grande esplanade de l'entrée du site, hein, qui donne sur la chambre d'amour, et c'est donc là qu'on a ces 2 bâtiments qui devraient venir, l'école de surf et le bar, la guinguette. Exactement. Les 2 bâtiments sur le site étant des paillotes, c'est-à-dire une sur l'esplanade en haut et l'autre en bas sur le grand parvis. Un petit mot peut-être sur les matériaux de sol. Oui, donc ici on a un béton avec des gravillons qu'on a choisi roulé quand il s'agit d'être sur la plage, et qu'on a choisi d'être concassé quand on est en haut, puisque c'est un rappel des matériaux de la montagne. Et en haut, donc c'est une vue là de l'esplanade Yves Bruno. En fait, la ligne de crête est soulignée par ce garde-corps qui, si vous le voyez, est donc il est éclairé par, on voit un petit détail, donc on a un petit LED qui file sous la lisse. La lisse est en bois, et en fait cette lisse,
elle est faite vraiment pour prendre l'apéro et pour regarder le panorama, parce que le panorama, on le voit bien, il est assez époustouflant. Voilà, donc on a une monosection sur les 100, je sais plus combien ça fait, 150 mètres de long. Donc quelque chose de très très simple, qui vient simplement souligner cette ligne de crête et qui vient un petit peu en porte-à-faux à 2 endroits. Donc là aussi c'était structurellement très difficile, puisqu'il y avait encore une fois cette fragilité de la roche, une érosion structurelle, et donc des études d'impact à mener pour montrer que tout ce qui était étanché en haut ne ramenait pas de l'eau sur la falaise, mais bien la canalisait bien à l'intérieur. Donc il y avait toute cette question de la fragilité de ce sol à assurer. Et puis peut-être un mot sur le... Alors, on a réalisé une table d'eau qu'on voit là, et qui est donc à l'entrée de Anglet en venant de Biarritz. Et on ne le verra pas parce qu'on n'a pas de photos dans ce reportage, mais cette table d'eau, elle est à l'origine de toute une cascatelle qui fait le parallèle en fait à la route et qui permet aux gens qui se promènent sur l'esplanade d'être isolés des voitures qui continuent à passer. Alors si vous allez sur le site, vous découvrez des tas de choses qui ne sont pas dans notre reportage. Voilà, et puis dernier petit mot sur le mobilier qui est en béton, teinté, sombre, et qui là aussi vient conforter cette identité de la montagne sur l'esplanade, en contrastant finalement avec le niveau bas, le niveau de l'eau, le niveau des landes et le milieu landais qui lui est en bas du site. Voilà, merci beaucoup. Bonsoir à tous, donc je suis Bruno Bachot, le directeur de VM Concept du groupe VM. Donc je tiens à remercier Monsieur le Président, son conseil d'administration et Adrien qui nous ont permis de vous rejoindre ce soir. Donc nous sommes membres du club 308 depuis le début de l'année. Voilà. En quelques mots, donc le groupe VM c'est une société familiale qui a une activité de la Haute-Normandie jusqu'à votre belle région d'Aquitaine. Nous sommes implantés évidemment sur Bordeaux. Nous avons une centaine d'agences sur tout l'ouest de la France. Nous sommes implantés donc sur l'ouest, sur les DOM, et également sur une petite agence en Chine, et également sur le Québec, donc au Canada. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, donc une société entièrement familiale, qui tient surtout à le rester. Nous faisons à peu près 650 millions d'euros de chiffre d'affaires, et nous sommes 2500 collaborateurs. Voilà. Donc, nous travaillons dans 3 domaines d'activité, donc le négoce de matériaux, le gros œuvre, le second œuvre, l'aménagement de la maison et les travaux publics. Donc, nous travaillons également dans le domaine de la menuiserie, où nous sommes fabricants pour du PVC, de l'alu, du bois, également dans la charpente et ossature bois. Nous sommes également un spécialiste du béton, que ce soit du béton industriel, nous avons quand même 25 centrales à béton qui sont NF, et également du béton industriel. Alors, dans une activité négoce, nous travaillons bien évidemment nous faisons du carrelage, nous ne sommes pas fabricants, mais on travaille surtout avec des partenaires, des fournisseurs qui sont référencés, avec qui nous pouvons répondre à toutes vos exigences en termes d'esthétique, de performance et de qualité. Et ce soir, vous aurez le plaisir donc de rencontrer Pierre Oudil, qui est notre spécialiste dans ce domaine. Après, en solution constructive, nous avons une solution innovante qui s'appelle Biplan et qui allie donc la qualité du polystyrène en termes d'isolation thermique et acoustique. C'est du polystyrène expansé et qui allie également la solidité structurelle du béton qui est coulé à l'intérieur de ces blocs. En menuiserie, nous avons donc notre fabrication Atlantem, Biplan, qui est représenté ce soir par un spécialiste également qui s'appelle Hubert Pijat. En menuiserie Atlantem, donc, on vous propose une gamme complète de menuiserie PVC, alu, bois, qui est représentée aussi ce soir par Denis Boissier.
Nous avons également une spécialité, on a une spécialité de la fabrication de panneaux de façade et de structures béton architecturales par le biais de la société Nollet et qui est représentée ce soir par Didier Gazot. Nous faisons également, je vous disais tout à l'heure, de la structure bois en fabrication de charpente ou panneaux ossature. Et nous avons également un spécialiste qui s'appelle Fargedoux, qui est spécialiste des panneaux et du parquet, qui est représenté ce soir par Didier Bonjour. Voilà. Bon, écoutez, voilà. Par une petite chose, vous êtes tous invités le 26 juin sur notre agence de Sainte-Eulalie, 26 mars, pardon, où nous organisons une manifestation avec donc grand nombre de prescripteurs de la région. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Et comme dit une pub qu'on entend beaucoup en ce moment, c'est pas fini, mais on a promis 2 minutes à notre autre partenaire. C'est le monsieur qui a déjà mis une magnifique table, là, on peut agrandir les plans, les faire tourner dans tous les sens, là, et sur laquelle donc, vous aurez 50% pour les adhérents, je vous le rappelle. Merci beaucoup, j'ai compris le message, on va faire court. Donc, tout d'abord, merci de nous accueillir pour cette inauguration. Donc, je suis Mathieu Lépine, je m'occupe au sein de l'entreprise Immersion de community management, de marketing, de communication. Juste pour expliquer en fait qui nous sommes une entreprise spécialisée dans le domaine de la réalité virtuelle. Nous existons depuis 20 ans, une quarantaine de salariés sur Bordeaux. Notre métier est effectivement la réalité virtuelle, mais plus globalement, nous aidons les entreprises à prendre de meilleures décisions, à mieux concevoir de manière collaborative, à mieux créer ensemble, grâce à des outils qui sont notamment virtuels. Et vous avez un exemple qui sera ici avec une table interactive, une table collaborative. Donc nous, on est très fiers évidemment d'être membre du Club 308 depuis maintenant 1 an. On vous offre la possibilité, effectivement, pendant le cocktail, de tester cette table collaborative. Vous allez voir, c'est très simple, c'est très intuitif. Ça vous permettra de vous projeter aussi dans votre nouvelle manière de travailler aujourd'hui, demain, à travers vos documents numériques. Un dernier petit mot, en fait, pour ne pas faire trop long, très court même. Nous allons ouvrir très prochainement sur Bordeaux un showroom qui est dédié aux usages professionnels de tous ces outils du numérique pour notamment la conception et notamment aussi pour le domaine de l'architecture. Donc s'il y a des architectes intéressés pour rencontrer, pour découvrir ces nouvelles technologies, nous serons heureux de vous accueillir chez nous, à Bordeaux, rive droite, pour tester toutes ces technologies. Voilà, j'ai essayé de faire court. Merci beaucoup encore et très bonne soirée.